Top Chrono. Cette semaine à l'émission, l'épuisement professionnel chez les étudiants. Des Québécois de plus en plus jeunes aux prises avec des symptômes de détresse psychologique. L'initiative Gits for Vets. Des vétérans utilisent la musique comme thérapie alternative pour diminuer les effets du syndrome post-traumatique. La ruche du musée des Beaux-Arts et l'art-thérapie. Une expérience artistique qui permet aux esprits créatifs de se rencontrer pour libérer des sentiments refoulés et exprimer leur vécu à travers leur création manuelle. Aujourd'hui, nous nous trouvons au sein de la Galerie d'art contemporain MX, située dans le quartier international de Montréal, à quelques pas du Vieux-Port. Depuis près de 15 ans, la galerie offre une vitrine aux artistes contemporains émergents et de mi-carrière, dans l'objectif de développer leurs talents au Canada et aux États-Unis. Plus d'une trentaine d'artistes peintres et sculpteurs sont présentement en exposition, et ce, tout au long de l'année. La santé mentale est une maladie invisible qui affecte les Québécois de tout âge et nos jeunes ne sont pas épargnés. Un récent sondage réalisé auprès de 10 000 étudiants à l'Université de Montréal révèle des chiffres inquiétants par rapport à la maladie mentale chez les jeunes adultes. On rejoint Clément Gabory à l'Université de Montréal. Et oui, ils sont alarmants. On parle ici de 75% des répondants qui affirment vouloir améliorer leur santé psychologique et 22% d'entre eux qui, eux, dénotent des symptômes de dépression assez graves pour nécessiter une prise en charge immédiate. Quelles sont les actions concrètes que l'université met en place pour venir en aide aux étudiants aux prises avec des problèmes de santé mentale? En 2016, la FAECUM de l'Université de Montréal avait lancé leur campagne « Ça va » où on questionnait la communauté universitaire à savoir si leur santé psychologique était une priorité pour eux. Eh bien, la réponse a été claire, ce l'était. En 2019, on poursuit avec la campagne « Ça va aller ». Dans ce contexte universitaire, on peut s'entraider, être bienveillant et être à l'écoute. J'ai rencontré d'ailleurs Mathis Alali, secrétaire général de la FAECUM à ce sujet. La seule façon par laquelle on va avancer, c'est si tout le monde met l'épaule à la roue, puis si collectivement on se dit qu'on veut que ça aille mieux, à ce moment-là, ça va aller. Nous avons avec nous sur le plateau Anne-Sophie Roy, journaliste pour Top Chrono, qui s'est intéressée au sujet de l'épuisement professionnel chez les étudiants. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Carla. Toi et Clément, vous vous êtes intéressés au sujet de l'épuisement chez les étudiants et vous avez fait un reportage là-dessus. Est-ce que tu peux me parler de votre démarche pour la réalisation de votre reportage? Oui, bien en fait, c'est une réalité que j'ai côtoyée avec quelques amis proches. C'était aussi quelque chose dont on parlait sans tabou au sein de mes amis. Comme j'ai une amie, par exemple, elle m'avait déjà dit « Oh, moi, c'est sûr que je fais un épuisement professionnel avant mes 30 ans. » Puis je comprenais pas qu'elle puisse dire quelque chose d'aussi grave de manière aussi libérée. Fait que j'ai comme un peu décidé d'enquêter. J'ai dit à Clément, je pense vraiment qu'on a un sujet intéressant là. J'avais lu aussi quelques études par rapport à ça. Puis on a fait le test. J'ai fait un statut de recherche sur Facebook pour voir est-ce que j'ai des amis dans mes amis Facebook qui ont déjà vécu un épuisement professionnel ou communément appelé le burn-out. Et on a eu beaucoup de réponses. Souvent, c'est des gens qui avaient fait des épuisements professionnels au début de la vingtaine, même un peu avant. Souvent, c'était relié directement à l'école, à l'implication scolaire, au sport-études, des choses comme ça. Oui, les chiffres, en fait, sont tellement alarmants. On vient d'entendre Clément tout à l'heure en direct de l'université au sujet du sondage, donc tu as tout à fait raison. Pour la réalisation de ce reportage, vous avez rencontré Alexina Gilbert, animatrice
pour la tournée solidaire pour la santé mentale Oui. de la Fondation Jeunes en Tête. Est-ce que tu peux me parler des faits saillants de tes rencontres? Oui, bien en fait, Jeunes en Tête, c'est des ateliers qui se donnent chez les 11 à 18 ans pour prévenir la détresse psychologique chez les jeunes au Québec. Puis à travers cette fondation-là, il y a la tournée solidaire pour la santé mentale. Ils se promènent dans les écoles, puis ils vont donner des ateliers aux jeunes de manière à parler de la santé mentale ouvertement pour défaire la stigmatisation autour de ça. Puis Alexina a fait ça à temps plein. Donc, on l'a rencontré pour voir c'était quoi les réactions suscitées chez les jeunes. Est-ce que c'était quelque chose qui était... Est-ce qu'ils se posaient énormément de questions? Puis elle nous a dit, bien franchement, j'étais impressionnée de voir que les jeunes, à la fin des ateliers, venaient me voir, venaient me poser des questions, alors qu'ils ne me connaissaient pas du tout. C'est que cette espèce de porte qui est ouverte, il y a encore des tabous autour de la santé mentale, puis justement, eux sont là pour défaire les tabous. Alors, ça facilite les échanges entre les jeunes puis les adultes à ce niveau-là, puis c'est à ça que sert son travail. OK, parfait. Alors, allons écouter un extrait de son reportage. Alexina Gilbert est animatrice pour la tournée Solidaire pour la santé mentale à la Fondation Jeunes en Tête, qui a pour mission de prévenir la détresse psychologique chez les 11 à 18 ans. Puis moi, c'est fou, à travers mon travail, je fais une conférence, puis j'explique c'est quoi la dépression, puis c'est quoi les troubles de santé mentale, puis tout ça. Puis à la fin, les jeunes que j'ai jamais vus de ma vie viennent me confier des trucs, puis ils me disent j'en ai jamais parlé à personne, puis je suis comme qu'est-ce qui fait que tu m'en parles à moi? C'est qu'il y a une porte qui est ouverte. T'sais. Et selon elle, le gouvernement a un rôle à jouer dans la prévention des troubles mentaux chez la jeune génération. Il va falloir passer par l'information. Puis si on veut que ça aille bien, il ne faut pas se cacher, il faut qu'il y ait de l'argent qui soit investi dans s'occuper de nos jeunes maintenant. T'sais. Il y a 5 à 10 % des jeunes qui vont vivre un trouble de dépression, de burn-out dans leur adolescence, puis 8 % chez les adultes. C'est pas loin la différence. Puis la majorité des maladies mentales ou des troubles mentaux qui vont être développés, c'est avant 14 ans. Par rapport aux chiffres qu'on vient d'entendre, la santé mentale chez nos jeunes, qu'est-ce qui en est la cause principalement? Nous, en fait, on a rencontré Jean-Michel Pelletier, qui est un psychologue qui se spécialise en troubles d'apprentissage puis troubles de performance chez les jeunes. Lui, ce qu'il nous a dit, c'est que la cause principale de l'épuisement chez les jeunes en ce moment, c'est vraiment tout ce qui est scolaire, l'implication scolaire, les comités, tout ça. C'est lorsque ton horaire ne te permet pas de t'épanouir à l'école. L'autre chose aussi qu'il a mentionné, notre gros problème des milléniaux, c'est vraiment l'hyperconnexion, c'est le fait qu'on soit toujours devant les écrans. Ça aussi, c'est une cause. OK. Alors, allons écouter un extrait de ton entrevue avec lui. Oui. Je vois souvent des jeunes qui sont très impliqués dans plusieurs associations ou dans un programme, ils travaillent en même temps pour payer leurs études. Donc, la première cause, c'est souvent la surcharge puis une implication trop grande dans plusieurs domaines. Le problème principal chez les 15-25 ans, c'est vraiment la surutilisation des écrans, des jeux vidéo. En fait, tout ce qui attire notre attention, mais qu'on n'est pas obligé d'investir de l'énergie beaucoup pour être attentif. C'est sûr que si tu as plein de notifications sur ton iPhone qui sonnent ou qui vibrent ou que tu as accès rapidement, puis à chaque fois qu'il y a une notification que tu vas voir, bien, ton efficacité, ta performance va diminuer. Que ces comportements-là à l'excès peuvent mener à l'épuisement. Alors, pour terminer, est-ce que tu peux nous parler des ressources qui sont disponibles pour les jeunes en cas de détresse psychologique? Oui, bien, si on va sur le site savaaller.ca, qui est le site qui a été fait en parallèle avec l'étude qui a été menée par la FECUM, si on va dans services de soutien, il y a vraiment une panoplie de sites gratuits disponibles pour les gens prises avec, que ce soit de l'anxiété, aussi des troubles de performance, tout ça. Vraiment ce qu'on voit en milieu scolaire majoritairement. Sinon, une autre chose qui n'est pas mentionnée dans les études, mais en parlant avec des gens qui ont vécu un épuisement professionnel, quelque chose qui est beaucoup ressorti, c'est le fait d'en parler à son entourage, ses amis, sa famille. C'est aussi d'être à l'écoute de son propre corps, parce que le corps va envoyer des signaux vraiment, où on voit l'épuisement qui s'en vient. Il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger, il faut s'écouter. Il n'y a personne qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Alors, c'est ce que j'ai retenu de mon reportage. Au fond, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il faut oser en parler. Oui. Oui. Je vous invite à aller visiter le site internet savaaller.ca où vous allez trouver une panoplie de ressources disponibles pour l'aide en cas de détresse psychologique. Anne-Sophie, merci beaucoup d'avoir été avec nous à l'émission. Merci, Carla. Plus tard à l'émission, nous nous entretenons avec l'artiste et art thérapeute Michel Desroches, qui est présentement en exposition à la Galerie d'art. Bien
que l'intervention psychologique soit la solution pour aider les gens en détresse, il existe aussi alternativement d'autres types de thérapies auxquelles les gens peuvent faire appel. Ainsi, les personnes qui n'ont pas les moyens financiers de se payer une psychothérapie ou bien qui désirent tout simplement utiliser une thérapie alternative peuvent avoir recours à une thérapie non conventionnelle comme la musique ou les arts pour guérir de la détresse. Après avoir été déployés à l'étranger et affronter parfois des situations difficiles, certains militaires ne reviennent pas indemnes de leurs années de service. Le stress post-traumatique est fréquent chez ces combattants qui peuvent sombrer dans la dépression et parfois même finir à la rue. Pour les aider, une initiative semble conquérir leur cœur. Guitars for Vets est une initiative pan-canadienne qui met une guitare entre les mains de ces vétérans pour leur apporter un peu de quiétude. Un reportage de Zachary Routier et Jean-Baptiste Demouy. C'est un vendredi comme les autres à la Chine. Pourtant, au bout de la rue Henri Dunant se prépare une rencontre pas comme les autres. Au sein du poste de la branche 85-90 de la Légion royale canadienne, Dennis Chisholm accorde sa guitare. Il n'a jamais servi dans l'armée, mais il s'apprête à partager quelques chansons avec des vétérans. Le nouveau retraité est en charge depuis 3 ans du pôle montréalais de Guitar for Vets, une initiative proposant aux anciens militaires d'apprendre la guitare. Souvent, on va commencer une leçon, c'est très simple, on va commencer peut-être avec un E minor, puis juste ça. Pour une demi-heure. Puis là, on appelle ça un Easy A, c'est un A-sas, là, puis ça, c'est musique. Puis là, ça commence. OK. Notre but, c'est pas de parler de qu'est-ce que c'est arrivé à eux autres. On n'est pas des professionnels. Si un soldat parle de leurs problèmes, on écoute. Mais on peut pas donner des conseils, là. On n'était pas là. I know the pattern that So the it's way I sing down, is, down, up, up, down? Yeah, that's it. One time, and here it's down, down, up, down, but 2 times per note. Moi, c'est Jean Gargueux, je suis un ancien marin. Mon métier de base, c'était cuisinier. J'ai servi à bord des destroyers, des tankers, des sous-marins. J'ai décidé, je vais faire quelque chose, je veux jouer de la guitare. Pour me trouver quelque chose pour enlever le stress. Puis ça marche. Quand on appelle ça les fils qui se touchent, je prends ça, je m'enferme dans une petite chambre, puis je joue de la guitare, puis je viens voir, on vient ici vendredi. Moi, ça me relaxe. J'ai déjà 3 sets de cordes de chant là-dessus, je n'ai déjà pété 2. C'est comme ça. Moi, je m'évade là-dedans. Là. Puis là, depuis, moi, j'ai commencé seul aussi. Là, on est rendu 4 vétérans de mon petit groupe qui commencent à jouer de la guitare. Quand tu appliques Guitar for Vet, ils te demandent t'es-tu gaucher, t'es-tu droitier, puis soudainement, quand on se rend compte une fois qu'ils ont prouvé que je suis un ancien militaire, ils arrivent avec une guitare, pas si ta guitare. Puis moi, j'aurais payé pour une guitare pour jouer avec ces gars-là. Ça en aide peut-être beaucoup à ne pas progresser dans la dépression ou dans le PTSD militaire. Il y avait quelque chose last time. Yeah, so this part of your hand can't touch here, Right. just your 2 fingers. So J'ai été artilleur. J'ai servi 10 ans dans l'artillerie des forces régulières. Ça faisait longtemps que j'y pensais. Depuis un rêve d'enfant, en fait, que j'ai tout le temps voulu jouer d'un instrument, mais je suis vraiment la plus nulle des nulles en ce qui a rapport à la musique. Je ne lis aucune note, aucune gamme. J'ai une oreille terrible, fait que ça va être, disons, un nouveau challenge assez surprenant s'ils sont capables de m'apprendre à jouer de la guitare. On a commencé à eu un premier contact il y a plusieurs mois, mais des hauts et des bas dans mon état a fait que j'ai manqué plusieurs cours. À date, les gars, la rencontre qui se font, d'habitude c'est une fois par semaine, mais je pense que des fois ils sont là pour plus souvent si on voudrait aussi. Un autre moyen d'avoir un peu de support et de camaraderie, là. À travers la musique, oui, mais à travers la présence aussi quand on a besoin. Un autre genre de défoulement, de se concentrer sur autre chose que juste qu'est-ce que les obstacles de tous les jours peuvent être. Là.
Hey, t'as-tu entendu ça? C'était mon meilleur accord de la soirée. Ça restait pogné dans ma montre. J'étais toujours chanceux en vie. J'avais toujours une carrière que j'ai jamais souffert. J'avais toujours assez d'argent. Puis là, ça me donne une chance à redonner. Pour moi, personnellement, ça m'aide aussi, parce que c'est pas toujours moi là, qui prend, puis consomme, puis dépense. Là, je suis capable de lui donner quelque chose que moi, je pense qu'il y a vraiment une valeur. C'est simple. C'est une philosophie assez simple. Tout le monde peut le faire. Ici Jean-Baptiste Demouy pour Top Chrono. Depuis près d'une décennie, les Montréalais peuvent profiter des bienfaits que procure l'art manuel. Des ateliers de création collective gratuits ont vu le jour dans le but d'encourager le partage et de briser l'isolement social. Les participants aux ateliers sont invités à s'exprimer à travers l'art manuel dans une perspective d'art-thérapie. Notre reporter Carla Mézin nous permet de poser un regard sur l'un de ces espaces qu'a choisi une adresse bien particulière, celle du Musée des Beaux-Arts. Moi, en tant que personne handicapée, l'art me permet de vivre au-delà de mes limitations. Des fois, je suis un artiste, des fois, je suis un conseillère, des fois, j'offre une bonne écoute. Ça dépend de la journée et qui est là. C'est plus que juste un atelier que quelqu'un peut venir réaliser ses travaux. C'est une activité sociale. Briser l'isolement social peut s'avérer un défi pour certaines personnes. Des ateliers de création collective où l'on peut laisser libre cours à son imagination sont propices aux rencontres et au partage. Des espaces où l'on encourage l'expression des émotions par le biais de l'art. Le réseau international de ruches d'art a vu le jour au milieu des années 90 pour promouvoir l'inclusion et créer des occasions de rencontre pour les esprits créatifs de tous les horizons socio-économiques, âge, culture et capacités. La première ruche d'art a été créée en réponse à des enjeux d'itinérance dans ma ville, Albuquerque au Nouveau-Mexique. C'était évident que de plus en plus de familles se retrouvaient à la rue, alors il était important de trouver des lieux communautaires pour qu'elles se réunissent. Aujourd'hui, nous avons 39 ruches d'art à Montréal et 159 dans le monde. Depuis près de 2 ans, le Musée des Beaux-Arts de Montréal accueille une ruche d'art dans ses locaux, une première pour le réseau au Canada. Les participants aux ateliers sont invités à s'exprimer à travers l'art manuel dans une perspective d'art-thérapie. Cette approche peut ainsi les aider à libérer des sentiments refoulés ou à exprimer des problématiques personnelles dans un environnement décontracté qui offre une alternative à l'approche clinique classique. Quand quelqu'un arrive à la ruche, la première chose à faire, c'est d'offrir un bon accueil. L'accueil est tellement important. C'est le premier moment qu'on rentre dans un espace, on a le sens si nous nous trouvons dans un espace sain sauf ou non. Est-ce que c'est pour moi? Alors, un contact direct avec la personne en posant des questions très, très simples. Bonjour, qu'est-ce que vous amène ici aujourd'hui? Est-ce que vous avez envie de faire de l'art? Vous n'êtes pas obligé. C'est un espace pour tout le monde. Vous pouvez vous installer sur un divan, prendre un café ou même plonger dans la création. Le rôle d'un art-thérapeute dans une ruche, c'est un peu similaire de mes collègues qui sont éducateurs, artistes, bénévoles. Mais nous avons aussi une formation en santé mentale. Donc, au besoin, si quelqu'un a besoin de parler de leurs problèmes, on est là pour offrir une écoute. J'adore être ici. C'est un endroit amusant. J'y ai toujours du plaisir. Je me couche le soir fatiguée, accomplie. Ma santé s'est améliorée, mais j'ai aussi perfectionné mon art. J'ai pu abolir les obstacles et arrêter de vouloir créer des pièces dignes d'un musée et juste avoir du plaisir avec le matériel et explorer. Je suis un enfant qui n'arrive pas à grandir. Et j'ai besoin de cette ambiance, de la présence des amis, de cet esprit d'art. Ça me permet de me concentrer et ça me permet d'être dans mon élément. Chez moi, à la maison, il y a
il y a beaucoup de tentations. Art thérapeute, médiateur et bénévole favorise l'interaction des participants à la ruche d'art et offre un soutien artistique à ceux qui ont besoin de conseils. Je viens ici parce que j'ai 65 ans. Je suis retraitée. Nous avons nos stagiaires du département de psychologie et d'art-thérapie. Nous avons notre thérapeute en résidence. Il y a tout un cycle d'apprentissage. C'est un processus de guérison. C'est une question de bien-être. Ça n'a rien à voir avec vendre de l'art, s'établir en tant qu'artiste ou obtenir des crédits. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est l'art-thérapie qui m'a choisi moi. Pendant mes études en psychologie, j'ai commencé à peindre comme un passe-temps qui m'a servi comme une exploration de ma santé mentale. Plusieurs années après, j'ai découvert que l'art-thérapie, c'était un domaine professionnel. Et vu que ça m'a aidé personnellement, j'ai développé une croyance dans le pouvoir de l'art-thérapie. J'ai hâte à commencer à travailler aussi. C'est ça qui me motive personnellement. Je suis pris dans l'art et j'en suis fier. Ça me permet de libérer un poids, quelque chose qui est en moi, qui est lourd. Je le dégage, je le transmets en couleur. Ici Carla Meza à Montréal. Alors, nous sommes avec l'artiste visuel Michel Desroches, qui est aussi art-thérapeute. Par ce travail, il côtoie évidemment des personnes atteintes de troubles mentaux et les aide à trouver leur équilibre à travers l'expression artistique. Michel, merci beaucoup de prendre du temps pour venir nous d'un sujet qui nous tient très à cœur et qui est d'autant plus d'actualité ces temps-ci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ces deux dimensions, l'artiste et l'art-thérapeute, se côtoient? Les deux côtés un petit peu du volet de ce que je fais présentement, c'est sûr que j'ai une pratique artistique personnelle, mais en même temps, bon, j'ai une formation aussi en tant qu'art-thérapeute. Les deux fonctionnent, s'influencent beaucoup, disons. Je me souviens qu'au début de ma carrière, l'art, c'était probablement ma propre thérapie à moi. Donc, à travers ça, j'ai découvert que ça m'a aidé beaucoup. Puis, je pense que aussi l'art-thérapie peut aider les autres aussi. Je crois beaucoup au bienfait thérapeutique de la création artistique, disons. Là. Je crois beaucoup à ça. Et qu'est-ce qui est venu avant, l'artiste ou l'art? Probablement l'artiste. Donc, ça fait. Je me souviens depuis mon tout jeune âge, j'avais 5 ans environ, je dessinais déjà. Puis, je me souviens que c'était comme un refuge pour moi. C'était comme un lieu où je pouvais vraiment être en contact avec mon univers. À ce moment-là, quand j'avais 5 ans, souvent, j'étais un enfant quand même assez en retrait, assez isolé. Ce que je faisais, c'est que je dessinais. Puis, à ce moment-là, ça me réconfortait probablement. Puis ça a duré durant tout ce temps-là. Puis par la suite, c'est sûr qu'à travers les études puis les récits que j'ai lus sur l'art-thérapie quand j'étais adolescent, je me rendais compte avec Bernard Dubuffet ou l'art brut, des choses comme ça, je me rendais compte que souvent, comment on procède quand je faisais des ateliers en santé mentale, c'est souvent que des fois, c'était des groupes, parfois c'était individuel. Quand c'est en groupe, ce qu'on fait souvent, c'est que c'est comme un atelier libre. À ce moment-là, ce qui arrive, c'est qu'on met des matériaux sur la table, des crayons, des effaces, de la gouache, des pinceaux, des choses comme ça. Puis les gens, on peut déjà voir en partant, par leur choix de matériaux, quel genre de personnalité ils peuvent avoir. Quelqu'un qui prendrait, disons, de la gouache puis qu'il irait d'une façon tactile, c'est des personnes qui sont plus intuitives. Dans l'émotion, sont quand même bien dans l'émotion. Tandis que quelqu'un qui prendrait une règle avec des effaces puis qu'il ferait un dessin à la mine puis qu'il effacerait puis qu'il prendrait la règle, c'est quelqu'un de très cartésien, très rationnel, disons. À un moment, ça donne déjà un cue un peu pour savoir quel genre de personnalité on a à faire. À partir de là, on observe. C'est le 3/4 du travail d'un art-thérapeute, c'est de l'observation. C'est juste d'être en relation avec la personne qui est... Dans le fond, c'est comme un guide. On est comme un guide. On guide la personne à travers son processus créatif. On peut suggérer des choses, mais c'est jamais vraiment... on n'essaie pas de contrôler ce que la personne essaie de faire. On n'essaie pas de diriger non plus trop. Ce qu'on fait, c'est qu'on propose des choses. Il faut tout le temps avoir des questions ouvertes. En dire, qu'est-ce que tu penserais que si, admettons, on mettrait ça, Il ne faut pas dire, tu devrais mettre du bleu ou des choses. Il faut vraiment avoir des questions ouvertes. Parce que sinon, ça les met c'est pas vraiment intéressant au niveau de la thérapie. Là. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de laisser des questions ouvertes puis de voir vraiment
suite à des observations, jusqu'où la personne va aller dans la créativité. Puis par moment, on sent vraiment qu'il y a comme un décrochage à ce moment-là. C'est comme la personne est vraiment investie de ce qu'elle fait. Puis à ce moment-là, c'est là que la thérapie commence à ce moment-là, parce que la personne est capable d'extérioriser d'une façon matérielle ce qu'elle a à l'intérieur. C'est comme une sorte de façon de décorporation de soi-même, finalement, à travers l'œuvre. C'est quelque chose d'intéressant. Est-ce que c'est un one-time deal ou les gens reviennent souvent? Non, souvent, c'est pour avoir vraiment l'âge juste de la façon que la thérapie se passe, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait beaucoup d'ateliers. Il faut vraiment que la personne vienne régulièrement. Il faut vraiment que les œuvres s'accumulent. Puis c'est à travers la lecture de plusieurs œuvres qu'on peut voir vraiment le déroulement un peu du processus thérapeutique à ce moment-là. Super. Merci beaucoup pour cette entrevue, Michel, et bon succès dans vos projets futurs. À la prochaine. Merci. C'est tout pour aujourd'hui à Doc Chrono. Lors de notre prochaine émission, on vous présentera un reportage spécial sur le quotidien d'un jeune footballeur des Carabins de l'Université de Montréal au parcours exceptionnel qui a le potentiel d'évoluer dans les ligues majeures. C'est l'heure du gym. Passion interne au niveau du genou. Tout sur ce sujet et bien plus encore. On se retrouve donc pour une autre émission d'information dans une semaine. Doc Chrono.